Je me sens bien dans cette élection, j'ai une bonne accroche avec les gens, contrairement aux autres élections que j'ai connues par le passé, il y a un vrai dialogue avec les Quelle est la élections. différence? Alors, d'où vient, à votre sens, cette différence que vous ressentez sur le terrain? Ben, c'est moi, pour ma maturité politique. Je pense que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris. Euh, j'ai servi dans l'opposition, j'ai servi dans la majorité. Je pense que ça m'a permis d'avoir une vision complète et une connaissance parfaite de la ville. C'est peut-être ce qui manque aux autres concurrents, savoir connaître la situation exacte et venir avec des solutions et non rentrer dans des débats stériles. Vous n'êtes pas un nouveau venu en politique, mais c'est vrai que durant la dernière mandature, forcément, vous étiez dans une majorité, vous étiez sur le terrain, en charge de certains dossiers. Vous avez la sensation aussi que les gens vous connaissent mieux, vous cernent mieux, ou est-ce que vous utilisez aussi cette expérience de manière un petit peu plus effective au cours de cette campagne? Et je pense que les gens ont appris à me connaître, à savoir qu'on me connaissait à travers des prismes, avec parfois des clichés qui n'étaient pas vrais et qui, souvent, quand j'entendais parler de moi, je me disais qui c'est cette personne, je ne la connaissais pas. Mais bon, j'ai beaucoup évolué, ça m'a permis, ces 5 années passées sur le terrain étaient enrichissant. Ça veut dire que j'étais capable d'aller entendre la grand-mère qui est en souffrance pour un passage piéton, comme des vrais projets de société, comme les déchets, tout ça, c'était une grande expérience de travailler. Et j'ai passé 5 ans en loyauté à travailler pour ma ville. Quand vous dites qu'il y a plus de dialogue par rapport au scrutin, aux campagnes précédentes, vous dites avec les citoyens, avec vos concurrents, avec vos opposants, est-ce que la campagne est d'une autre nature par rapport aux campagnes précédentes? Oui, bizarrement, en dehors du camp du maire sortant qui n'ont pas été très tendres avec moi, hein, d'ailleurs, le maire dans le congrès, a été tendre, disons, me concernant, alors que j'étais loyal, et je lui ai annoncé au mois de mai que si on n'infléchissait pas notre politique en matière d'urbanisme et dans d'autres domaines, je ne serais pas partant. Malgré quand j'avais une offre de poste d'adjoint, de vice-président, je n'étais pas là pour ça. Je pense qu'il n'a pas compris qu'à 62 ans, on aspire à autre chose. On aspire à vouloir servir sa ville uniquement, et le reste, c'était secondaire. Et donc ce fameux dialogue avec les autres concurrents, vous alliez en parler, vous disiez, à part avec le camp du maire, avec les autres, c'est la campagne se déroule. J'ai siégé dans pas mal d'organismes, comme le CIVADEC, ça m'a permis de travailler avec des gens comme M. Sargentine, comme M. Siméon. On a appris à se connaître, on a appris à enlever les enrobés et discuter du fond. Et j'ai eu beaucoup de joie à travailler avec eux parce qu'on a travaillé sur le fond et pas toujours dans des postures politiques. C'est peut-être que n'a pas compris Laurent Marcangel, qui continue au bout de 6 ans dans une posture politique. À titre d'exemple, il fait un papier de 5 pages pour dire qu'Ajaccio doit rentrer dans l'Europe, et en même temps, il appelle à voter blanc à l'Europe. C'est une inconsistance politique quand même majeure, même si ça paraît anodin. Vous étiez très présent sur le terrain durant cette mandature, c'est un petit peu ce qui a fait votre marque de fabrique. Hein. On vous a vu, et puis vous étiez très présent sur les réseaux sociaux aussi. Selon vous, ça a été finalement une façon de vous installer un petit peu plus dans le paysage politique ajaccien? Je me suis installé de fait, parce que la nature est horreur du vide. Quand ta maire n'est pas présent sur le terrain, quand les gens, on arrive à appeler le simple élu, le conseil municipal, pour résoudre les problèmes, alors que quand on appelle la mairie, on tombe sur de la bureaucratie, et puis finalement, les gens se lassent et ils vont à l'essentiel, ils appellent celui qui est utile et qui vient et qui vient avec des solutions. Je ne me suis pas contenté de passer, toucher des mains, j'ai fait en sorte de mettre la main à la pâte, et c'était un grand bonheur. Quand les gens me disent « mais comment j'ai été payé ?» J'ai été payé des fois par des regards, par des sourires de personnes âgées qui étaient satisfaites que j'ai réglé un problème qui leur paraissait insoluble, et repartir avec le problème réglé, c'était quand même un bonheur et une joie intérieure, parce que quelque part l'élu se paye de quoi? Il se paye de ce genre de satisfaction. Alors il y a la mobilisation constante que vous avez eue sur le terrain, ça c'est pour le bon côté. Pour le côté qui vous est souvent reproché par vos détracteurs, vous étiez déjà en campagne pour ces municipales, à travers justement votre exposition sur le terrain et votre exposition sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que je suis sur un débat de fond. Si Laurent Marcangel avait, comme je lui ai souhaité, intégré davantage de démocratie dans le groupe, je vais vous expliquer. De 2015 à 2017, on a eu toutes les 3 semaines des réunions d'adjoints et de vice-présidents. On était dans un travail collectif, tout le monde était tenu au courant. À partir de 2017, peut-être que ma participation sur le terrain a inquiété dans son entourage et dans son cercle premier. Ça s'est réduit à des réunions 1 fois tous les 6 mois de majorité. Ça veut dire que
Laurent Marcangel s'est embastillé tout seul avec son cercle rapproché. C'était son choix. Pour moi, il a eu tort. Et puis après, les inconsistances. Bon, vous n'avez pas respecté les codes de la communication officielle. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle les codes j'ai communiqué sur ce qu'on faisait. J'ai toujours mis en avant les personnels. Je rappelle qu'en 2017, la ville a obtenu un prix de la communication de la ville, du meilleur élu de France qui communiquait sur les personnels. C'était attribué à la ville, mais en fait, le prix m'était attribué. Ça veut dire que parce que je mettais en avant toujours les personnels, je me gardais de dire que c'était moi qui faisais. J'ai fait en sorte à chaque fois de parler des personnels et dire le travail exemplaire qu'ils faisaient, parce qu'il fallait, quand on prend un service avec 38% d'absentéisme et qu'on le ramène à 5, il a fallu mettre quand même sa patte pour faire en sorte que ce dynamique commence à marcher. Quand on a des gens qui se contentaient de faire un travail, et après on peut leur demander d'aller peindre des cours d'école, d'aller couper des palmiers, que c'est pas eux de le faire, ça veut dire que j'ai mis ma marque humaine pour que les gens se retrouvent et aient envie de travailler pour leur ville. La satisfaction, c'est ça, c'est pas d'avoir 800 personnels. C'est-à-dire, ces personnels, ils sont au service de qui? À leur droit, j'ai aussi rappelé qu'ils avaient des devoirs. Et je pense que j'ai gagné là-dessus. Alors, imaginons qu'au soir du 22 mars, vous vous retrouviez aux responsabilités. Quels seraient les premiers dossiers sur lesquels vous vous mobiliseriez, estimant que ce sont les dossiers les plus urgents? C'est souvent qu'on a tendance à considérer que les 100 premiers jours peuvent donner la tonalité d'une mandature. Quelles seraient vraiment, pour vous, les priorités? D'abord, le dossier des déchets. J'ai quand même, pour moi, je suis le seul élu corse qui siège au sein d'Amorce. Amorce, c'est le plus gros syndicat français de traitement des déchets, de toutes les intercommunalités. Et le fait d'y avoir siégé assidûment, ça m'a donné quand même une connaissance parfaite, mondiale, européenne et corse du déchet. Ça veut dire que dans ce domaine-là, on ne peut pas me raconter de salade. Je peux vous dire exactement que le tri en apport volontaire et au porte-à-porte, ça ne dépasse jamais les 22-23% au niveau national. Tout le reste, ce sont des traitements par machine, par biodéchets, par vous estimez qu'on raconte beaucoup de salade dans ce dossier, peut-être parmi vos concurrents? On a fait beaucoup de postures, on n'a pas travaillé beaucoup sur le fond. Moi, j'ai appris à travailler sur le fond, je me suis enrichi en confrontant les choses, on n'est pas appris. Et s'il y a un domaine que je peux dire que je maîtrise, aujourd'hui, quand j'entends encore dire qu'on va collecter les biodéchets, les déchets, c'est les déchets verts. On va collecter les déchets organiques. Et il faut les prendre en toute sécurité. Ça veut dire que si vous collectez des déchets organiques, vous avez des risques pathogènes, de prions, de maladies de la chaude, de la grippe aviaire. Ça veut dire que les élus aujourd'hui ne peuvent pas se contenter de survoler les dossiers. Il faut avoir la connaissance et la compétence. Concrètement, qu'est-ce que vous changeriez dans la façon dont le dossier est aujourd'hui traité et géré en tant que maire? Parce que évidemment, en tant que maire, vous avez un niveau de compétence mais qui est bien délimité. Non, mais le maire a quand même la sécurité de la ville. Donc en tant que maire, je sais que sur le dossier des déchets, on a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une crise systémique et non structurelle, parce que structurelle on peut modifier. Ça veut dire qu'on produit 160 000 tonnes et on a une capacité au jour d'aujourd'hui 110 000 et en juillet ça sera de 45 000. Ça veut dire qu'on n'a plus que comme seule solution de traitement. Ça veut dire que si on n'exporte pas, c'est pas une volonté d'exporter. Si on ne fait pas ce voie-là, on va se retrouver dans une crise sanitaire, mais une crise économique. Parce qu'imaginez la Corse avec les déchets partout, ça veut dire qu'on va faire fuir tout le monde. Donc il y a une phase temporelle dans laquelle il va falloir exporter. Et là, même ceux qui hier disaient que je disais tout et n'importe quoi, comme Julie Siméon, Sargentine, tout ça, en viennent tous à la même constatation, il va falloir exporter. Alors il y avait deux façons d'exporter, c'est de dire on passe par, comme on fait le Siladec actuellement, et on se retrouve dans des cheminements où on se retrouve à 900 km du port de Marseille. De l'autre côté, il y a une autre façon d'aborder les choses. Moi, j'ai pris déjà des contacts. Au sein d'Amorce, je connais, je fréquente les directeurs des incinérateurs, des centres de traitement. J'ai déjà pris des contacts et je sais que dans un périmètre de 100 km du port de Marseille, on a la possibilité de traiter. Et ça, c'est une solution que je vais amener dans le cadre de... Ensuite, Gilles Siméon, à qui je veux rendre quand même son travail, il n'est pas resté les pieds au chaud, il a pris contact avec la Commission européenne. Il a obtenu le principe, dans le cadre d'économie circulaire, de faire une coopération avec la Sardaigne. Ce qui veut dire qu'on ne va pas travailler sur aujourd'hui, mais on va travailler sur aujourd'hui, demain et après-demain. La Sardaigne va manquer d'eau. Donc la Commission européenne demande que la Corse travaille et se rapproche de manière à faire en sorte que dans le cadre d'une économie circulaire, nous serions peut-être à exporter nos déchets
temporairement chez eux. Et on leur donne de l'eau en contrepartie. Et nous, mais ça s'appelle l'économie de marché, ça veut dire que Oui, on est dans nous le cadre subissons de nous-mêmes Laurent. des restrictions d'eau arrivées en très haute saison. On subit des consignes de restriction d'eau. Ça veut dire qu'on va travailler pour demain. On va pas. Sauf qu'on n'a pas encore les moyens du tout d'exporter cette eau. Non, mais en attendant, dans un premier temps, on ne va pas le matin fournir de l'eau et nous les poubelles. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un calendrier où nous, à une échelle 5-10 ans, on sera en capacité, parce qu'on aura fait les rétentions d'eau, de leur fournir. Et de l'autre côté, eux, ils traiteront. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 200 MW sont importés de Sardaigne de courant. Et ces 200 MW sont produits par 2 incinérateurs. Donc l'incinérateur chez les autres, ça fonctionne puisqu'on leur renvoie nos déchets, mais chez nous, on n'en veut pas. Bon, après, il y a un problème de démocratie. Le plan a arrêté, pas d'incinérateur. Donc moi, je n'ai pas gagné l'élection territoriale, je ne vais pas imposer un plan. Je suis, moi, personnellement, puisque j'ai été visiter le dernier incinérateur qui était installé en France, malheureusement, son coût est énorme, puisqu'il est à 180 millions d'euros. C'est celui à Clermont. Il est à 300 mètres de l'aéroport, donc ça ne gêne pas. Il a la technologie aujourd'hui, 98% des sources de pollution des années 2000 n'existent plus. Il y a le problème du coût. On n'a pas, nous, Corse, on est trop pauvres pour pouvoir se payer ce type d'installation. Maintenant, il y a la possibilité d'installer ces unités de surtri qui viennent en complément de ce qui va être fait en amont. Mais même l'amont, je vous le dis, même si on va collecter, on a l'obligation par la directive européenne par 2024, mais 2023, de collecter les déchets organiques, les déchets humides, avant pas en même temps que les autres déchets, c'est-à-dire qu'il faut que dans les 2 ans à venir, on soit prêt avec la collecte des déchets organiques. Mais les déchets organiques, ça veut dire le risque pathogène, il nous faut des stations de compostage qui vont faire qu'on va monter à 70 degrés pour sécuriser et tuer tous les germes. Et tout ça, c'est une grande connaissance qu'il faut avoir. On ne peut pas dire aujourd'hui, je vais passer chez les restaurateurs, si je collecte ça, j'ai le risque de la maladie. Bien, vous vous situez un peu dans la perspective du schéma qui a été élaboré au niveau de la CAPA lors de la dernière mandature. D'ailleurs, enfin, vous avez sans doute été associé un peu aux réflexions sur le schéma global, CAPA et Interco voisine. La CAPA, voilà. La compétence déchets, c'est pas la région, elle, c'est le plan. La compétence déchets, c'est le CIVADEC. Il y a eu un bras de fer en disant, si vous ne nous concédez pas cette compétence pour faire l'usine, on ne vous donnera pas de terrain pour le faire. Donc, c'est du troc qui s'est fait entre la CAPA. Aujourd'hui, le principe est arrêté au terrain Allegrini, mais pour autant, toutes les autorisations administratives ne sont pas levées. On va passer vite. Moi, la première chose que je ferai dans les 100 jours, c'est de nommer un adjoint au temps, qui lui va raccourcir les délais, parce qu'on ne va pas attendre encore 12 mois que la préfecture nous dise aussi à l'escavière ou pas, concernant le terrain Allegrini. Parce qu'ici, il faut se rapporter sur un autre terrain, il faut qu'on sache en toute connaissance, on ne va pas construire sur un terrain, on va être interdit. Donc là-dessus, il y a un problème de compétence et de volonté politique. Aujourd'hui, je ne pense pas que Laurent Marcangel, en dehors de dire qu'on va ouvrir en 2024, on traîne les pieds. Un adjoint au temps. Ouais. Qui va être chargé de réduire tous ces temps qui sont faits. Aujourd'hui, ça fait depuis 2017 qu'on a lancé le principe de l'usine. On n'a toujours pas la réponse sur le risque aviaire. Donc, la préfecture devait se rendre à Clermont pour étudier par rapport à voir les risques aviaires, puisqu'on sait qu'il y a des centres de traitement qui sont au Bourget, à Clermont, qui sont dans le cadre des périmètres de 13 km. Ils y sont pourquoi? Parce que ce ne sont pas des centres d'enfouissement. Ce sont des centres étanches. C'est comme la Banque de France, on parle des billets, mais on ne les voit pas. Donc dans ce type d'installation, il y a un premier sas, deuxième sas avant déversement. Donc il n'y a pas de risque aviaire. Mais il faut qu'on avance sur ces autorisations. Autrement, dans 2 ans, on sera toujours à l'état du projet. Donc il faut qu'on avance. Pourquoi? Parce que 160 000 tonnes, si avec les unités de surtri, on arrive à baisser de 60% le contenu, ça veut dire que c'est gagné. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette transversalité de compétences trop de collectivités en charge de la compétence déchets à un moment de la chaîne? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que chacun joue son petit jeu politique quand les... Chacun le joue. Maintenant, je ne suis pas législateur, je ne vais pas refaire la loi. Il y a des compétences à chaque étage. Moi, je fais en sorte que quand je monte à Corté, je respecte les choix qui ont été faits par le plan de Gilles Siméon et je ne viens pas de tous les 5 minutes. Et ensuite, il y aura un temps électoral au niveau de la région. Mais dans le cadre du respect de la démocratie, le principe, il est là. C'est-à-dire, Gilles Siméon a arrêté un plan et je ne vais pas lui jouer à l'envers. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des postures pour combattre un coup la région. On se trompe d'élection. Là, pour le moment, on est sur une élection ajaxienne. Je le dis, on va avoir une crise sans précédent. Là, on voit avec le coronavirus, on va avoir une crise sanitaire avec les déchets qui vont, avec la montée de température, on va aller vers des odeurs pestilentes, mais il y a un risque réel sanitaire, c'est que le fleuve qui coule dessous
va rejoindre le golfe d'Ajaccio, que cet été, on risque pas d'avoir de pavillon bleu. On Et risque à d'avoir niveau- un pavillon... Un niveau très local, le 22 mars au soir, vous êtes le maire d'Ajaccio. Qu'est-ce que vous faites le 3 au matin pour Saint-Antoine? Ben, qu'est-ce que je vais faire? J'ai proposé au directeur, au président du CIVADEC, dans ce cadre de marché, c'est 10 millions d'euros que ça va coûter. Soit on fait l'appel d'offres européen et on en a pour 6 mois, et en attendant, il faut trouver les moyens d'encercler ces risques et de faire. Parce que là, on a avancé comme des amateurs. On a mis à même le sol pensant que dans les 3 semaines, on devait ramasser. On allait ramasser. Donc, il y a ce risque-là. Par contre, j'ai proposé, moi, qu'on affrète des camions, on embauche des chauffeurs temporaires et qu'on commence les évacuations. Moi, je dis que dans les 3 semaines de l'élection, je vais trouver un point de chute pour les déchets corses. J'ai rencontré plusieurs directeurs de centres d'enfouissement, plusieurs directeurs de centres de traitement. On est dans l'économie de marché. Personne, en dehors qu'on ait une contrainte administrative, mais le gouvernement a donné des instructions par le ministre de l'Environnement, qu'on facilite le déplacement entre départements, entre régions. Un exemple, en Bretagne, actuellement, ils sont en déficit de casier, ils vont en Loire-Atlantique. Ça se fait. Il ne faut pas que la Corse reste le petit cheval noir au fond de le truc en disant à eux, on ne va pas leur permettre. Et après, quand même, 350 millions de tonnes de déchets. On a un problème, nous, avec 70 000 tonnes évacuées. Qu'est-ce que ça représente dans la solidarité nationale? Ce premier chiffre que vous avez donné, ça correspond à quoi? 350 millions de tonnes, c'est le chiffre que donne d'abord, c'est la production des déchets ménagers en France. Au niveau national. On parle en millions de tonnes. Alors, les déchets, très bien. J'imagine qu'il y a d'autres sujets dont vous allez très très vite vous préoccuper si vous arrivez aux responsabilités. Lesquels? La circulation. J'ai dans mon programme 5 parkings que je vais réaliser. Rapidement, parce qu'est-ce qu'ils sont réalisables rapidement? Les deux de Saint-Jean, ils sont très rapides. Allez, on va dire dans les 15 mois, ils sont réalisés. Ce qui représente grosso modo 250 places. Et celui du Cazone qui va prendre peut-être 2 ans et demi, mais il y aura 300 places gratuites. Parce que quand on parle d'économie, il faut aussi qu'on puisse concurrencer. C'est pas simplement en créant des places de parking que les gens vont dire il faut toujours payer. Je pense que le Cazone correspond à ce que le mariage de la modernité et du patrimoine. La place, à la fin, elle sera rendue telle qu'elle, alors que dessous, il y aura 300 places qui permettront à ce quartier, qui est déjà en souffrance de voiture, de pouvoir venir stationner, de pouvoir fréquenter la place, parce que la place est vide, parce qu'on ne peut pas y stationner. Et ça permettra, avec les transports collectifs gratuits, comme je l'ai proposé à partir du 1er juin, de descendre de la grotte Napoléon au cœur de ville. Vous lancez tous les chantiers en même temps? Je lance dans les 2 mois, les décisions de lancer les AMO seront prises et faites. C'est chiffré, vous avez vérifié la faisabilité de ces projets en termes financiers? En termes financiers, c'est 28 millions d'euros les 5 parkings. Est-ce que vous ne fragilisez pas un petit peu la politique que vous pourriez mettre en place au niveau des transports en commun en multipliant en fait les projets amenant les voitures en centre-ville? Non, je vais expliquer. On n'est pas dans une ville qui vit à côté d'autres villes, où la moitié de la population va venir de l'extérieur, se garer à l'extérieur pour rentrer en ville. On est dans une ville intramuros. Ça veut dire que les Ajacciens vivent à Ajaccio. Sur les 85 000 du bassin ajaccien, 75 000 sont sur Ajaccio. Donc on ne va pas demander aux gens du parc Berthaud d'aller se garer à l'extérieur de la ville pour rentrer avec les transports collectifs. Par contre, les transports collectifs, moi je les veux comme moyen incitatif de laisser le véhicule. Oui, voilà, on peut leur demander d'utiliser davantage les transports en commun. Pourquoi c'est faisable? Le budget des transports, c'est 13,3 millions. Dans 13,3 millions, il y a 1,3 million de recettes. Ça veut dire que le reste des recettes, c'est la taxe que payent les entreprises pour les entreprises de plus 11 salariés. Ça veut dire que c'est solidifié. Dans ces 1,3 million, le maire a créé artificiellement une douzaine d'emplois. On a transformé, on a fait plaisir. Pour moi, ce n'est pas des emplois qui aident au service public. Donc là-dessus, on peut récupérer 700 000 avec les contrôles et la billetterie. Ça veut dire qu'à 500 000 euros, on a des transports gratuits. C'est-à-dire que les bus sont payés, les chauffeurs sont déjà payés, le gasoil est payé. Reste à donner l'envie aux gens d'abandonner leur véhicule parce qu'ils ont un transport gratuit. Alors les gens vont dire, mais si c'est gratuit, pour autant c'est pas fiable. Je vais traiter la maladie chronique qu'a la société Vistra. Ça veut dire que... Alors ça justement, parce que vous avez observé de l'intérieur en plus, en tant qu'élu de la CAPA, comme j'ai traité, quand je suis arrivé au nettoiement, j'avais dit 38% d'absentéisme, je suis tombé à 5. Ça veut dire que je vais dire aux gens leurs droits, mais je vais aussi dire leurs devoirs. J'ai une grande expérience sociale.
J'ai passé 21 ans à être juge au prud'homme. Je connais tous les statuts, je connais les règles sociales, et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Et je pense que là-dessus, je serai celui qui va redresser la société magistrale. Toujours sur le modèle de la SPL. C'est pas le modèle, c'est pas tellement l'entité que ce soit. Il y a une SPL qui elle pose problème, je reviendrai après. C'est la volonté politique, qu'est-ce qu'on veut faire de l'outil. Soit on dit, on se contente comme aujourd'hui de laisser fonctionner des bus presque, c'est par recapitalisation qu'elle n'est pas en faillite, la SPL, tout simplement. Ou soit on dit, on va payer, mais par contre on va avoir un retour en termes de service. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à l'heure. Quand un chauffeur n'est pas là, on ne le remplace pas, mais on n'avertit même pas les usagers. C'est-à-dire que si vous voulez dire aux gens ne prenez pas les transports collectifs, on continue sur ce modèle-là. En tout cas, je vais moi mettre mes pieds dedans et je fais en sorte que cette société fonctionne. Je crois que, comme ailleurs, dans plein d'endroits, les exemples sont partout. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 75 ou 74 intercommunalités maintenant qui se dirigent vers les transports collectifs. Dunkerque, Calais viennent d'y passer. Les Luxembourg, depuis le 1er mars... Gratuit, transport gratuit. Transport gratuit. Ouais. Ça veut dire que la finalité, elle est quand même de décongestionner la circulation, de dépolluer et de garder ce lien social, puisque vu les misères qu'on fait aux retraites, il faudra que les gens, même à la retraite, puissent se déplacer. Et je pense que entre les bus que l'on voit circuler à vide et des gens qui seraient dedans, c'est quand même plus satisfaisant de voir des gens qui vont dans le bus et qui puissent se déplacer malgré leurs difficultés financières. Alors, au-delà de la question des transports, il y a la question bien sûr de l'aménagement global aussi de cette ville. Un certain nombre de candidats à cette élection estiment que cette ville a été livrée, si on reprend leurs propos, aux promoteurs. Vous avez été associé forcément aux travaux sur le plan local d'urbanisme. Quel est votre regard sur l'aménagement ou le réaménagement qu'il faudrait mettre en œuvre de la ville d'Ajaccio? Sur le plan le PLU, 5 élus ont voté contre. Il y a un élu nationaliste, les autres se sont laissés porter pâle, et la gauche s'est abstenue. Les 4 qui ont voté contre, au moins la clarté, c'est ceux qui sont sur ma liste. Donc on a au moins la clarté d'avoir dit les choses, on n'a pris personne par derrière, on a fait les choses dans la clarté, on a dit les choses. J'ai annoncé à Laurent Marcangel que c'est là, le mois de mai, qu'on ne pouvait plus continuer. Mais c'est là où il y a eu vraiment le point d'achoppement final. Le point de non-retour. Ouais. Moi, je pense que les lobbies, ils sont là. Il y a une société qui est en train de se construire, qui n'a rien à voir avec... moi, je ne dis pas qu'Ajaccio, il y a un peuple. Je dis qu'on a une forme de civilisation ajaxienne, qui tient compte de notre identité, de notre patrimoine, de notre culture. Et aujourd'hui, on est en train de se délaver. Les Ajacciens ne se reconnaissent plus dans leur ville. Ces constructions, même si parfois elles sont jolies, elles profitent à qui? Elles ne profitent plus à Ajacciens, elles profitent à une bulle financière où des gens de l'extérieur, c'est pas des fois qu'ils viennent de l'extérieur, s'ils viennent d'ici, c'est pas le problème, achètent et mettent ça sur le marché spéculatif pendant que notre jeunesse n'arrive pas à se loger. Et de l'autre côté, on fabrique, et je le dis, et je sais que ça va déplaire à ceux qui construisent, on fabrique des ghettos. Si vous allez à Pétradimar, vous avez des blocs de béton. Je pense que même si demain on est en temps de guerre, on n'arriverait pas à faire autant de béton pour s'en protéger. C'est-à-dire ce n'est que du béton. En bas des immeubles, il y a des parkings qui sont en insuffisance, il n'y a pas de lieu de vie pour nos anciens, il n'y a rien pour les jeunes, il n'y a rien pour le patrimoine, il n'y a rien pour la culture. Ça veut dire que ces quartiers-là sont appelés à exploser. Et en plus, comme on est en train de couper la ville en deux avec la rocade, quand je dis que, je fais une métaphore, on est en train de construire les quartiers nord de Marseille, on y va tout droit. Le PLU a été voté, si je ne dis pas bêtise, à l'automne 2019. S'il avait été voté à l'automne 2018, vous auriez voté contre également? Mais j'avais déjà annoncé à Laurent Marcangel que sur ça, quand vous rentrez dans une majorité, soit je faisais l'instable, c'est ce que l'on me reprochait pour le passé, c'est pour ça que j'ai beaucoup progressé, vous rentrez, vous travaillez dans le domaine qu'on vous a attribué. Soit vous dites, tous les 5 minutes, je fais un caprice et je m'en vais. J'ai fait le choix, ça a été dur, de travailler, d'être même mis de côté, puisque j'étais plus associé dans le premier cercle ni dans le troisième cercle. C'est-à-dire que Laurent Marcangel s'est embastillé avec ses amis et a négligé tout le reste. Vous savez, quand vous apprenez, vous ouvrez le journal et que vous apprenez qu'on vient de commander pour 250 000 € d'arbres en Toscane, quand on connaît le patrimoine végétal de la ville, quand on connaît les difficultés que peuvent avoir les pépiniéristes, je pense, et qu'on a une pépinière départementale qui vous produit les arbres que vous voulez. Je pense qu'on avait toute la latitude de faire travailler local,
ça s'appelle l'économie circulaire, et ça aurait bien pu se profiter, parce que quand vous descendez en bas, que vous regardez ces 50 arbres pour 250 000 €, ça fait cher le kilo. Donc à un moment donné, tout ça fait que c'est la politique des petits pas, mais c'est pas un matin on se réveille, on est frontalement. Petit à petit, on s'est trouvé séparés. Il y a des gens qui, comme Guy Castellane, ont essayé de travailler sur l'économie circulaire autour d'Ajaccio dans le tourisme, un tourisme qui ne serait pas simplement d'une Corse bronze et tétois, mais d'une Corse où on vient, on visite un patrimoine, on visite un environnement. Je pense que l'atout d'Ajaccio, il est là. On s'y écarte quand on commence à faire que du béton partout et qu'on a défiguré la ville. Ça veut dire que si vous devenez maire, vous révisez le PLU? Je fais un moratoire, je ne délivre plus de permis, je crée une commission. Je crée une commission dans laquelle je vais faire venir les architectes, je veux que tout le monde prenne ses responsabilités. Je vais faire venir les promoteurs, je vais faire venir les associations et je vais faire venir que tout le conseil municipal soit informé. Je veux la transparence là-dessus. Quand le maire sur le plateau me dit que je le diffame en disant que je veux donner des droits nouveaux à l'opposition. Quand je dis que pour les permis de construire, l'opposition donnera un avis et pour les permis qui dépassent 50 logements, les associations donneront aussi un avis. Ces avis, après, je prendrai mes responsabilités. En tout cas, ça fera une transparence totale dans ce domaine. Je ne veux pas que demain, on ne sait pas qui sera. Mais on peut avoir un jour un élu poltron qui va faire en sorte de signer parce qu'il y a un environnement qui est pas sain. Donc, si on veut se préserver de ça, c'est par des moyens structurants, en donnant ces droits nouveaux à l'opposition, ces droits nouveaux aux associations qui défendent l'environnement. Ce ne sera pas, on va pas demander pour une villa. Et quand ça dépasse 50 logements, je pense qu'on est en droit d'associer pour bonifier et faire en sorte qu'on intègre. Aujourd'hui, moi je regrette que tous les permis de construire, il y a à l'entrée d'Ajaccio, on vient de construire, en façade, mer, c'est joli, vous passez derrière, vous arrivez sur 50 conteneurs. Je pense que si on avait su peser, nous, ville, on aurait dit aux promoteurs, il va falloir mettre le tri intégré, il va falloir mettre tout ça, ça soit réglé en amont, qu'on ne retrouve pas ensuite des conteneurs sur le domaine public. Mais alors, avant votre rupture avec Laurent Marcangeli, comment se fait-il qu'on ne vous ait pas entendu au conseil municipal sur certaines remarques, même sans parler d'attaques frontales ou de critiques acerbes, mais en tout cas, au moins de poser des questions ou de relever peut-être des incohérences ou des choses qui vous ont marqué. On vous a plutôt entendu à chaque fois que le maire prenait la parole, que vous présentiez à chaque fois en soldat du maire et de cette majorité en disant que voilà, le travail était parfait. On a un devoir de solidarité. J'ai commencé à émettre quelques critiques quand moi-même, qui avait en charge le nettoiement, quand je disais je n'ai pas les moyens de tenir une ville propre. Mais jamais en conseil municipal. Si, je l'ai dit en conseil municipal. Vous n'étiez pas toujours présent, mais j'ai mis quelques banderilles. Quand le maire annonçait qu'on avait mis des moyens, alors qu'il n'y avait pas de moyens, la roseuse, elle est de Charles Ornan. C'est-à-dire quand elle part de mes avis, elle arrive à Saline, elle est vide. Les autres machines, elles datent de Marcangeli. Si on veut une ville propre, j'ai réussi à avoir un prix en 2016 et 2017 pour que la ville était propre, mais c'était au prix de nombreux efforts des personnels. Mais on ne peut pas toujours demander, pressuriser les personnels, on leur demandait de faire des choses manuelles qui sont mécanisées aujourd'hui. On ne demande pas aux gens de laver leur linge dans le lavabo. Aujourd'hui, il y a des machines à laver le linge. C'est la même chose en matière de nettoiement. Il fallait faire des investissements, on ne les a pas fait. Je l'ai dit en septembre, on a eu un maire qui était plus cigale que fourmi. Alors parmi les dossiers dont vous êtes chargé, il y a ceux qui étaient en rapport avec les incivilités. Je crois que c'est un sujet qui, au niveau des déchets, mais aussi la manière de se comporter en ville, vous touche d'assez près. Si vous accédez aux responsabilités, c'est quoi? C'est plus de policiers municipaux, plus de moyens, c'est aussi savoir montrer le bâton d'une certaine manière. Vous aviez en charge la police municipale également. Tout à fait. J'avais la police municipale, mais j'avais une police municipale, à un moment donné, pour dire les choses clairement, sans moyens. C'est une anecdote. Je suis parti intervenir, on a eu un coup de fil avec le directeur de la police municipale sur Jardin de l'Empereur. On était à moitié de Jardin de l'Empereur, on a fait demi-tour parce que l'embrayage ne permettait pas de monter la côte. Je résume les moyens de la police municipale. C'est pas un peu caricatural? Non, c'est pas caricatural. Avec le maire, on a annoncé en 2015 qu'on allait armer la police municipale. Je rêve pas, moi, de soldats, je rêve pas de guerre, je rêve de paix. Mais je sais qu'à Nice, quand les gens ne savent pas, celui qui a arrêté le fou qui était dans un camion et qui roulait sur les gens, c'est la police municipale.
les circonstances ont fait que, heureusement qu'il était armé. Parce que s'il devait appeler le 17 pour que la police nationale intervienne, on aurait... Mais ça renvoie peut-être aussi aux moyens financiers de la collectivité. Nous ne sommes pas Nice, on n'a peut-être pas les mêmes budgets à injecter. Pour les ratios d'une ville comme Ajaccio, les ratios nationaux, c'est 1 pour 1000. Ça veut dire qu'Ajaccio devrait avoir une police. Si on Un était policier pour 1000. municipal pour 1000 habitants. Ce sont des ratios nationaux. Nous, j'avais 19 policiers opérationnels pour 76 000. Donc, Alors, quel changement vous apporteriez justement concrètement il y a des moyens où je vais les faire. Il y a des moyens où je vais laisser partir tranquillement. Par contre, je vais renforcer au niveau du nettoiement. Je vais renforcer au niveau de la police municipale. Je pense qu'il faut arriver raisonnablement, dans les 2 années qui suivent, à 40-45 policiers municipaux. Pourquoi? Parce que, comme vous le dites... Oui, armés. Je vois... toute la Corse est armée, sauf les policiers municipaux d'Ajaccio. C'est quand même une anecdote. Donc, c'est pas pour faire des bâtons de guerre. C'est simplement, je vais vous dire, je l'ai dit, je pense que je l'ai discuté avec M. Guillaume, je me suis trouvé sur la place du Diamant en intervention avec les policiers municipaux sur un cas de SDF. Ce gars, il a été condamné pour cannibalisme aux États-Unis. Quand il est chargé, c'est une force de la nature. Et pour le maîtriser, quand il vous sort un couteau, vous faites quoi? Soit on s'échappe et on laisse la mamie et l'enfant devant, ou soit on a les moyens de le maîtriser, ou de le dissuader d'agir. L'arme à la ceinture, c'est 99% de la dissuasion. C'est tout. Pour autant, vous faites le comparatif avec les ratios nationaux. On ne peut pas dire qu'Ajaccio et la Corse en général subissent les mêmes problématiques d'insécurité, notamment dans les quartiers. On n'en est peut-être pas au point de comparer Ajaccio avec Nice. Encore là. Si vous montez à Saint-Jean le soir, si vous allez au Cannes le soir, vous verrez qu'il y a des drives chichons. Si vous montez au Jardin de l'Empereur, je suis intervenu moi, c'est une opération qu'on peut contester, avec un camion de pince de la CAPA pour lever un canapé qui faisait valise. C'est qu'il devait avoir peut-être 10 ou 15 000 euros de chichons. Donc en enlevant ça, j'ai enlevé le produit. Mais je ne peux pas fonctionner que comme ça. À un moment donné, il faut qu'aussi on puisse y passer, on puisse amener la quiétude dans les quartiers. Vous voyez que le monsieur qui s'occupe des jardins des Cannes, il n'en peut plus qu'on lui détruise de temps en temps. Une voiture passe simplement pour dissuader. Ça ramène... on ne va pas régler le problème, c'est des problèmes qui relèvent de la police nationale. Mais cette forme de quiétude, la présence du bleu devant les écoles, ça évite que certaines personnes y viennent. La présence de tenues bleues sur la place du Diamant, moi je regrette, elle est livrée au vent. Et j'ai fait plusieurs interventions, on me l'a d'ailleurs reproché, où j'ai même déplacé les SDF, et j'ai fait les choses humainement. J'en ai installé 3 campements que les gens ignorent, à El Sodilève, au Salario, du côté des Sanguinaires, où j'ai déplacé des SDF, ils ont compris, ils y vivent, et ils ont trouvé leur place. Maintenant, c'est leur choix de vie. Je peux pas, par contre, je ne peux pas tolérer qu'un SDF se défroque sur la place du Diamant devant un enfant de 4 ans, devant une grand-mère. C'est pas acceptable. Justement, les problèmes sont quasiment quotidiens, puisqu'il y a encore eu ce week-end une bagarre de SDF à proximité de terrasses avec des familles sur la place du Diamant. Sur la place du Diamant. Est-ce que vous mettriez une personne, notamment de la police municipale, en surveillance de cette place, comme le réclament certains commerçants? Mais je l'avais fait. J'avais gagné sur ça. Ils avaient disparu de la place du Diamant. Parce qu'il y a beaucoup de SDF justement qui se je suis d'accord, mais je l'avais fait. Et c'est pas moi qui ai fait en sorte qu'on stoppe cette politique. Ce sont les policiers municipaux qui ont exercé leur droit de retrait à la suite d'une menace au couteau. Oui, c'était devant le clerc, parce que le policier s'est retrouvé avec un gars qui sortait avec le couteau, et qu'à un moment donné, quand il se sent, il y a un problème de soutien de la police. Il faut que la police... Mais ils ne viennent plus sur la place du Diamant pour cette raison-là. C'est une des raisons, mais je pense que c'est d'abord la considération qu'on leur doit mieux expliquer. J'ai fait ce qu'on appelle une année record. J'ai fait 1600 PV environnementaux, où les gens, je sanctionnais les gens qui respectent pas. C'est ce qui était demandé d'ailleurs. Entre ce qui est demandé et ce qui est fait, moi j'ai fait. Ouais. De l'autre côté, bon, le parquet n'avait pas les moyens de poursuivre à chaque fois, trouver que j'en faisais un peu trop. Et ensuite, il y avait les politiques qui intervenaient pour dire François, lui c'est un ami, l'autre c'est un ami. J'ai essayé de faire l'équité. Et c'est ma fierté d'avoir fait l'équité. J'ai enlevé aucun PV. Je me suis fait des inimitiés, mais quand on est là pour servir une cause comme celle-là, il faut aller
on n'est pas en train de livrer un combat à mort. On est en train de dire à des gens, ça, vous ne pouvez pas le faire. Déposez à n'importe quelle heure vos poubelles et vous en allez. Et je peux vous dire que ça touche toutes les couches sociales de la société. Et je suis même intervenu auprès de gendarmes qui étaient en train de jeter leurs cartons en disant qu'ils ne savaient pas où les mettre. Donc, ça veut dire que c'est pandémique, c'est un lâche-accord. Ce lâche-accord, on avait avancé. Quand moi j'ai pris la rue Fèche, il y avait des poubelles partout. À un moment donné, il n'y en avait plus. Et c'était un choix de présence, mais à un moment donné, il faut aussi les moyens humains. Si les policiers, chaque fois qu'ils vont faire ce genre de... On va leur remonter les bretelles en disant qu'ils en font trop. Il y a un choix à assumer. Moi, je pense que la police municipale, c'est le premier service du maire. C'est celui qui représente les Ajacciens. Le maire, il est évidemment chargé de faire régner l'ordre dans sa ville, sur sa commune. Il est aussi chargé de loger les personnes en difficulté, y compris les sans-abri dont on parle. Sur le volet social, quels seraient vos grands chantiers? Ben moi, je vais faire du pragmatisme, comme j'ai toujours fait. Moi, j'en ai installé à Alsou-d'Ilève. Ils ont leur petit campement. J'ai fait en sorte. C'est digne un campement pour ces gens-là? En tout cas, ils ne vivent pas à la Belle Étoile. Ils ont l'électricité et ils ont l'eau. Comment? C'est le miracle un peu de mon pragmatisme. Parce que moi, j'ai vu des commissions où procureurs, préfets, associations, tous les services de la ville, tous concernés. Puis quand ils sortaient, en dehors de la grande messe, il n'en sortait rien. Moi, j'ai réussi à faire en sorte que les SDF qui sont à Place du Diamant leur faire une offre pour qu'ils aillent ailleurs, en tout cas qu'ils n'aient pas des comportements vis-à-vis des personnes âgées, des enfants. Ils avaient disparu de la Place du Diamant. Après, je ne suis pas le maire d'Ajaccio, et quand ensuite on dit que me boit trop, peut-être que ça a embêté sur ça, mais je ne suis pas né pour le sécuritaire, je veux l'équité et la justice. Et laisser permettre à certains de faire tout et n'importe quoi. Au début, il y a des restaurateurs qui n'ont pas compris quand je venais, que je les verbalisais, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'ils nuisaient à eux-mêmes en laissant les poubelles toute l'après-midi. Quand le soir, ils allaient manger, ça sentait... Et après, c'est un véritable dialogue qui s'est fait avec eux. Mais je pense qu'il y a un service qu'il faut renforcer, c'est le service... Quand j'ai fait la première action, j'ai dit, sur le camp Napoléon, désormais, on sera plein double fil. Qu'est-ce que j'ai pas entendu, même dans la mairie, en disant, ça y est, on a mis un fou à la place... Ça s'est vite arrêté. Hein. Mais ça s'est vite arrêté parce que les résultats étaient là. Le cours Napoléon, les statistiques ont été faites, de Sainte-Lucie à la place du Diamant, c'était environ 28-29 minutes. On y montait en 11 minutes. C'était quand même fluidifié. Ensuite, sur les problèmes de circulation, je vais m'attacher, moi, à être un pragmatique. J'entends les autres dire circulation, il faut... Moi, je viens avec des solutions. Comment on peut accepter qu'aujourd'hui, quand on tourne à droite, on sort des Salines ou des Cannes, il faut qu'on aille sur le rond-point le plus saturé de la ville, qui est celui-là de la gare, pour aller vers Campo dell'Oro. Alors qu'il suffirait d'installer un rond-point au niveau de la route d'Alat, qui permettrait de partir de... Là, ce sont des milliers de véhicules qu'on envoie en confrontation, je ne dis pas l'été quand les bateaux sortent. On a la ville qui est paralysée. Et pourtant, avec tous les ingénieurs qui comptent la ville, il n'y a personne qui va mettre du bon sens paysan, en disant on va s'attacher à ce type de problème. Est-ce qu'il y a certains endroits, par un échangeur, on peut passer dessous et dessus? C'est moi accidentogène, je ne viens pas avec des solutions, des farces, c'est du concret. Et j'ai la prétention de dire que dans ce domaine-là, je vais faire en sorte qu'on va fluidifier la ville. Mais il faut s'attacher au problème. Alors on parle de fluidifier la ville, il y avait ce projet de rocade, justement, qui devait être prolongé, qui devait monter par le Salar et arriver, je crois, jusqu'à Capot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le poursuivriez ou est-ce que vous l'abandonneriez comme... Bon, voilà. Pour bien maîtriser les dossiers, il faut se dire quoi? Pour passer dans cette zone-là, on est dans une zone Céveso, donc la route ne peut pas passer. Un effort a été consenti important par GDF, l'enfouissement des cuves, il y en a pour 110 millions d'euros. Ça va être, à partir de 2021, la route va pouvoir passer. Pour autant, la région dit qu'elle ne possède pas les crédits avant 2026. Parce que la région, c'est pas une enveloppe sans fond, elle aussi, il faut qu'elle réponde à des problématiques de village, d'autres villes, de solidarité. Moi, je dis que sans attendre, on n'a pas besoin d'attendre que Gilles Siméon vienne en sauveur, on a la possibilité de faire des voiries d'agglomération, comme le font les communautés d'agglomération sur le continent. Ça veut dire que nous, on peut demander des subventions au FEDER et on peut lancer un programme là-dessus, en disant on va relier la Croix d'Alexandre derrière Saint-Jean. Ça va faire une avancée. Mais si on attend 2024, et en pleurant en disant c'est la faute à Gilles Siméon, non, ma responsabilité, si demain je suis maire et président de la CAPA, je vais faire en sorte qu'on va réaliser ce tronçon. Après,
que la région participera sous d'autres formes, d'autres compensations dans d'autres domaines. Mais il faut qu'on assume les responsabilités pour lesquelles on était élu. Dire que c'est toujours la faute des autres, c'est un peu facile. Alors on aborde la fin de cet entretien, peut-être sur l'aspect plus politique. Ilan. Alors, sur l'aspect plus politique, justement, vous êtes un candidat atypique dans cette municipale. Votre parcours politique a été multiple, puisque vous étiez à la CGT, vous avez été chevènementiste, vous avez siégé au sein de la majorité de Laurent Marcangeli. Aujourd'hui, vous êtes... J'étais adjoint avec Simon Renouch. Adjoint avec Simon Renouch. Aujourd'hui, vous avez des soutiens, notamment celui du Rassemblement national qui a été officialisé. Est-ce que, où vous situez-vous? Parce que on vous pose souvent la question, et évidemment c'est aussi une remarque de la part de vos adversaires. Quelle est votre identité politique? Si je devais le dire, c'est un journaliste de Corse Matin qui l'a dit. Un électron libre, je crois que c'est vous, qui avez dit qu'un jour j'étais un électron libre. Je me positionne toujours en fonction de ce que je pense de juste, et pas en fonction de mes intérêts personnels. Mes intérêts personnels, ça aurait été de dire Laurent Marcangeli, non seulement me laisse vice-président, mais il me reconduit. Certains pourraient voir une adjoint. part d'opportunisme. Vous vous adaptez aux situations. Ouais, mais opportunisme, en quoi? Puisque je prends que des coups dans ces affaires-là. Le fait aujourd'hui de discuter, les gens apprennent à me connaître. Le fait que je monte à Corté, que j'arrive à discuter avec Sargentine, que j'arrive à discuter avec François Tade, que j'ai discuté avec Gilles Siméon, de suite ça me fait jalouser dans un autre camp en disant où il est. J'ai 62 ans, j'ai la chance de faire des choix qui sont personnels, j'ai envie de servir ma ville que j'aime. Pas dire que les autres ils n'aiment pas. Mais ce sont des choix qui me sont propres et je me détermine toujours en fonction du côté moral ou immoral. Si demain les gens qui sont dans mon camp ont des comportements qui ne sont pas justes ou qui vont faire avoir des pratiques qui me semblent pas honorables. Et il y a un moment donné, je dis stop, j'arrête, je continue pas. Je vais pas être, je suis pas un intégriste. J'ai quand même une vision morale des choses. Je vais pas être le maire qui va autoriser un de ses adjoints à s'accaparer un bien public sous une forme ou sous une autre. Ceux qui siégeront avec moi, ils seront avertis en amont. Ils ne feront pas en sorte de récupérer une paillote, récupérer un bien de la commune. En tout cas, ça ne sera pas faisable. S'ils veulent faire ce choix-là, il va falloir qu'ils démissionnent de mon équipe. Vous avez reçu le soutien tout récemment du Rassemblement national par le biais de sa patronne Marine Le Pen. On vous a très peu entendu. Est-ce qu'il vous encombre ce soutien? Je ne vais pas dire que je suis le pape. J'ai dit que j'étais un homme de paix, de concorde. Ça veut dire que j'essaie de discuter avec tout le monde. J'essaie de tout ce qui clive, qui sert simplement à faire de la posture, de mettre de côté. Sur ma liste, j'ai Anthony Scherer. Pendant 6 ans, il a été un brillant conseiller municipal selon Laurent Marcangeli. Il était déjà au Rassemblement national. Il ne faisait pas savoir, mais il y était. Ça ne l'a pas empêché de travailler pour sa ville. Moi, je suis pour la transparence. Ils ont décidé de soutenir parce que Anthony Scherer est sur ma liste. Pourquoi ne le faisait-il pas savoir? C'était un choix de... Ici, vous savez comment c'est, on enferme les gens dans des postures de suite. Donc ça, c'est un problème qui ne le concerne plus, lui. Maintenant, moi, je suis clair. Je ne dis pas, les gens, je ne vais pas appliquer un programme qui est autre que celui que je développe. Donc mon programme, il est clair, il est connu. Essentiellement, l'intérêt général, servir Ajaccio. Après que le Rassemblement national me soutienne, il y a des autres soutiens que le maire est bien soutenu pour le staff de la Macronie. Et lui, il a un problème à l'avouer, mais ça, c'est son problème. Moi, je veux travailler avec tout le monde, tout ce qui sert à l'intérêt général. Et je le dis et je le redis, si un jour Gilles Siméon dit quelque chose que je ne pense pas dans l'intérêt d'Ajaccio, je dirais que je suis contre. S'il dit quelque chose qui va dans l'intérêt d'Ajaccio, je serai pour. Et même chose, même quand Laurent Marcangeli, si demain sur un positionnement on est d'accord, je serai d'accord avec lui. Mais mon fil conducteur, c'est la ville, les intérêts de la ville. Et je veux réconcilier, je l'ai dit en début de campagne, la fonction de maire avec celle des intérêts collectifs de la ville d'Ajaccio. Et je ne veux pas que les intérêts particuliers qui nous amènent dans une dérive ou nous amènent dans l'ombre prennent le pas. Allez, dernière question.
Vous avez combattu, et vous l'avez dit et répété, l'extrême droite durant votre parcours politique. Est-ce que le Rassemblement national, c'est l'extrême droite? Je pense qu'ils sont eux-mêmes en mutation. C'est pas moi qui vais les douaniers. Si je voulais l'étiquette et les machins, ils m'auraient donné l'étiquette. J'ai dit, ma liste est composée, si vous prenez les 10 premiers, il y a une personne du Rassemblement national. J'ai beaucoup d'environnementalistes, j'ai des gens de gauche, j'ai des anciens nationalistes. C'est-à-dire que des gens qui ont dit, allez, on va arrêter les postures et on se met autour d'une table. Les Républicains, Guy Castellane. Plus gaulliste et plus sarkozyste que ça, est-ce qu'on vient me poser tous les jours la question, est-ce que je suis devenu sarkozyste dans là? Moi, Guy Castellane, je sais que c'est un homme honnête et sincère et qui veut travailler pour sa ville. Je le prends comme les autres. Cette stratégie de rassemblement des droites vous convient? Je la dépasse. Je la dépasse puisque moi je discute avec tout le monde. Je ne cache pas qu'aujourd'hui on est à l'aube du premier tour et déjà j'ai des coups de téléphone de tous les côtés et même des gens que je ne pensais pas qu'un jour ils m'auraient donné un coup de téléphone. D'autres candidats? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Parce que y compris du maire sortant? Autour de lui, il y en a qui se sentent menacés par leur place. Tout le monde va essayer de solidifier sa Bastille. Moi, je n'ai passé les Bastilles, je n'ai pas de Bastille à prendre. Je veux être le maire des solutions. Un pragmatisme à fond. C'est-à-dire que là, dès qu'il y a un problème, circulation, stationnement, la souffrance des maires, il y a 484 places en crèche. On a un besoin de 750. Moi, je peux vous dire que je les côtoie au quotidien, les mères célibataires qui ne savent pas comment elles vont faire, parce qu'ils n'ont pas ils sont en fracture dans la famille, comment ils vont faire avec leurs enfants. Et je veux une réponse concrète. C'est-à-dire que je vais m'attacher, plutôt que de faire un cadeau aux entreprises à la place Millau, coûte très cher. Qu'est-ce qu'on va y faire? C'est la ville, penser que les grandes entreprises d'Ajaccio ont besoin de ce bâtiment. Non, je pense que là-bas, la caserne Grossette, je pense que là-bas, les belles crèches et les services qui nous manquent à la ville avaient toute leur place. Plutôt que de faire un cadeau comme ça au patronat, c'était pas l'objectif. Je vois pas l'objectif de la ville, parce qu'en dehors, et je pense pas que ça va avoir du succès. Parce que les vrais entrepreneurs, ils sont dans leur entreprise en train de se battre pour ne pas perdre des marchés, pas en train de faire de la réunionnite. Et ben on terminera sur ce dernier exemple. Merci d'avoir répondu aux questions de la rédaction de Corse Matin. Merci. Merci.